Muller qui l'a dit, c'est un architecte. Merci beaucoup. On va revenir un peu, sur le sujet, bien sûr, de la femme scientifique lors des questions-réponses. On va essayer un peu de sprinter, d'aller le plus vite possible. Je passe à la présentation de Dr. Rim Kefi. On essaie un peu, de se restreindre, de respecter un peu les 10 minutes de présentation, parce que on est un petit peu en retard par rapport à notre timing. Donc, Rim, si vous... Oui, si Madame Jeziri peut arrêter son partage pour que je puisse partager mon écran. Exactement. Comment je fais? Ça y est? Oui. Et là, normalement, tu as arrêté ton partage. Voilà, c'est parfait. Ça va? Très bien. Parfait. Merci. Merci. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Hop. Voilà. Donc là, je vais bien chronométrer. Oui, oui. Là, normalement, je respecte l'heure. Hein. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Très bien. Donc, voilà. Bonjour encore une fois. Bonsoir. Là, on est dans la soirée. Je vais essayer de respecter les 10 minutes qui sont allouées à notre présentation. Donc, je vais vous parler de mon expérience en tant que femme tunisienne en recherche scientifique, tout en parcourant mon parcours scientifique universitaire avec des exemples. Je ne vais pas trop m'étaler dans les détails des projets, par exemple. Alors, donc, qui suis-je? Comme tout à l'heure, je vais juste rappeler que je suis Rim Kefi, épouse de Benatik. Je suis mariée et je suis maman de 2 enfants, âgés de 14 et 10 ans. Je suis actuellement maître de conférence à l'Institut Pasteur de Tunis, IPT, chef d'équipe au laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique, responsable du service de typage génétique. J'avais aussi d'autres casquettes, répondant qualité. J'étais ancienne membre du conseil scientifique de l'IPT. Alors, après une maîtrise de sciences naturelles à la faculté des sciences de Tunis, obtenue en juin 2000 avec la mention bien, j'ai eu une bourse d'élite octroyée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour effectuer un 3e cycle en France en anthropologie moléculaire, qui est une spécialité qui n'existe pas en Tunisie. Et donc, j'ai fait un master quaternaire, spécialité paléontologie humaine, à la faculté de médecine de Marseille, la Timone. Et le projet, justement, du master a porté sur l'étude paléogénétique de la luxation congénitale de la hanche dans une population du sud de la France. C'est un projet très innovant parce que c'est de l'ADN ancien. On travaillait sur des squelettes datés du Moyen-Âge, du 5e au 17e siècle, donc de Digne-les-Bains, donc dans la région, dans une nécropole en France. Et l'objectif, c'était de faire une étude anthropologique, paléopathologique et paléogénétique pour chercher des liens de parenté entre les individus atteints de luxation congénitale dans cette nécropole qui présente plus de 1400 squelettes. Voilà, juste après mon master, j'étais classée 2e de ma promotion, ce qui m'a permis d'avoir une bourse octroyée par le CNRS, le Centre national de recherche scientifique en France, pour continuer mon doctorat. Et donc, mon projet de doctorat a porté sur la diversité de l'ADN mitochondrial de quelques populations humaines préhistoriques et actuelles de l'Afrique du Nord. Le choix s'explique parce que j'étais tunisienne et on n'a jamais travaillé sur l'ADN ancien des populations nord-africaines. Donc, les collections ont été utilisées, c'est les collections de l'Institut de paléontologie humaine de Paris, et comme vous pouvez voir sur la photo, donc on travaillait sur l'ADN extrait à partir des ossements pour mieux comprendre le peuplement de l'Afrique du Nord. J'ai soutenu ma thèse en 2005, le 7 janvier, avec la mention très honorable et la félicitation des jurys. Et juste après, j'ai fait un postdoc et je suis rentrée en Tunisie et j'ai intégré l'Institut Pasteur de Tunis en tant que biologiste contractuel, donc un chercheur postdoctoral aussi. Et en parallèle, j'ai passé les concours de recrutement. J'étais chargée de recherche à l'Institut national du patrimoine et je passais aussi le concours de l'enseignement supérieur, donc du ministère, et j'étais maître assistante à l'Institut Pasteur de Tunis en 2009.
Après, donc en tant que chercheur à l'Institut Pasteur de Tunis, j'ai passé le dernier diplôme universitaire, qui est l'habilitation universitaire à diriger les recherches en sciences biologiques. Ma spécialité, c'est l'anthropologie moléculaire et la génétique humaine. Donc, c'est un diplôme octroyé par l'université Tounes El Manar en 2014. Je vais vous parler du profil et de la profession d'enseignant-chercheur et qu'est-ce qu'on a comme mission. Donc, on a une activité d'enseignement, une activité de recherche et une activité d'encadrement par la recherche. Je vais vous parler de ça et partager un peu cette expérience avec vous. Donc, mon expérience pédagogique, elle couvre les 3 cycles de l'enseignement supérieur. J'ai enseigné les cours de génétique humaine, de biologie moléculaire, de bioinformatique, épigénétique et génomique dans différentes institutions nationales et internationales, comme l'Institut Pasteur du Maroc, dans le cadre de cours internationaux. Et depuis quelques années, en fait, depuis 2016, j'ai focalisé mon activité d'enseignement au grade de master, notamment pour les étudiants de l'École supérieure des sciences et techniques de la santé à Tunis, les résidents en génétique pour la faculté de médecine de Tunis et récemment à l'Institut supérieur de biotechnologie de Sidi Febet pour un master donc de bioinformatique qui vient d'être mis en place. Alors, passons maintenant à l'activité de recherche. Alors, j'ai contribué en tant que coordinatrice, co-coordinatrice, work package leader ou chef d'équipe dans plus de 20 projets de collaboration nationale, régionale et internationale. Les thèmes de ces projets étaient très variables en fonction de la problématique, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Ça a porté sur l'étude de la variabilité génétique des populations méditerranéennes, sur l'exploration moléculaire des maladies génétiques rares, sur l'étude des facteurs génétiques et environnementaux associés au syndrome métabolique ou au diabète. Donc, ce sont des problèmes de santé publique à l'échelle mondiale. C'est des projets qui ont porté aussi sur le renforcement des capacités et l'augmentation, l'acquisition des compétences en génomique, en bioinformatique, etc. Et bien sûr, plus récemment, je coordonne un projet sur l'étude métagénomique du Covid-19. Donc, en fait, la pandémie nous impose de contribuer aussi à élucider justement cette pathologie et bien comprendre la susceptibilité génétique et les interactions hautes pathogènes par rapport à ce Covid, à SARS-CoV-2 et la Covid-19. Voilà, donc ces projets de recherche ont été réalisés dans le cadre de collaboration nationale, régionale et internationale. Comme vous le savez, on ne peut pas travailler tout seul, donc il y a un réseau international de collaboration. J'ai mis ici l'essentiel de nos collaborations, que ce soit à l'échelle nationale et internationale, et la slide ne suffit pas de mettre toutes et d'être exhaustif sur toutes les collaborations. Donc, les travaux de recherche aboutissent à des publications scientifiques et je suis co-auteur de 89 publications scientifiques, dont 5 chapitres de livres. Voilà, donc c'est ça notre rôle en tant que chercheur, faire des projets de recherche et valoriser les résultats, les disséminer, les communiquer sous forme de publications scientifiques et bien sûr des communications dans des congrès nationaux et internationaux. Passons maintenant à l'activité d'encadrement. Alors, j'ai assuré l'encadrement de 32 sujets pour des diplômes universitaires variables. Comme vous pouvez le voir, ce sont des sujets pour des projets de fin d'études, que ce soit de cycle d'ingénieur ou de licence, en biostatistique, génétique, empreinte génétique pour l'identification humaine en médecine légale, également des masters de recherche, des masters professionnels, et des thèses de médecine dentaire, donc notamment comme j'ai une activité de forensique, donc d'identification humaine à partir des cadavres ou à partir des traces des restes humains, et donc bien sûr les thèses de doctorat, notamment en génétique moléculaire. Voilà, donc juste une idée, là on parle de la balance et de l'équilibre homme-femme dans les laboratoires. Juste, j'ai voulu attirer votre attention que les membres de notre laboratoire de recherche, laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique
il est constitué principalement par des femmes et des filles. Voilà, comme vous pouvez le voir dans le graphe, vous avez la couleur rouge qui est prédominante. Bon, ça, c'est une statistique qui a été réalisée il y a 2 ans, mais elle est toujours valable. Et c'est la même chose que je vois dans mes enseignements, notamment actuellement en master, que ce soit à la faculté de médecine ou à l'école de santé. On a entre 97 à 100% des filles dans ces masters. Bon, ça peut s'expliquer aussi par la thématique de biologie qui est souvent suivie par les filles. Alors, je passe. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est le développement d'outils innovants d'aide à la décision. On vit l'ère de la médecine de précision et la médecine personnalisée. Donc, on essaye de mettre en place des tests génétiques, par exemple, pour la réponse aux antidiabétiques oraux. Pourquoi? C'est afin de prescrire le traitement, l'antidiabétique oral le plus adapté aux patients en fonction de son profil génétique. Donc voilà, c'est ça l'innovation, ce qu'on essaye de mettre en place. La même chose, des tests génétiques pour des formes monogéniques de diabète. Ce sont des formes qui ne sont pas très connues, souvent confondues avec le diabète de type 1. Et on essaye de les distinguer par l'étude du spectre mutationnel et aider justement les médecins cliniciens à diagnostiquer ces patients en faisant ces tests génétiques, et ça permet d'assurer une meilleure prise en charge du patient et assurer un bon traitement. La même chose pour les cytopathies mitochondriales comme le syndrome de Legg. Pour l'identification humaine aussi, on essaye de mettre en place des protocoles et des tests pour déterminer le profil génétique qui permettra d'identifier la personne si le corps il est dégradé, donc notamment sur des cadavres qui sont en décomposition ou sur des squelettes. Voilà, les défis qu'on a actuellement, bien sûr, c'est d'avoir plus de financement pour la recherche, d'avoir donc des bourses pour nos étudiants et des postes pour nos thésards. C'est ce qu'on n'arrête pas de chercher. C'est les financements, c'est les projets, etc. Alors, je finis par une note positive, c'est ma dernière slide. C'est pour dire que le travail paye, et c'est ça que le message que j'aimerais bien passer, notamment aux jeunes. Il faut vraiment travailler, travailler et travailler. Ça permet d'avoir une visibilité non seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Ça fait un effet de boule de neige. Quand on est plus visible, on arrive à décrocher plus de projets et avoir plus de financement et avoir plus de moyens pour faire encore de l'excellence scientifique. Donc là, depuis 2010, j'ai été sélectionnée pour être membre de la prestigieuse Académie des sciences, the World Academy of Science Toise. Également en 2013, j'ai été sélectionnée par Global Young Academy pour être jeune membre de cette académie. Et j'ai été sélectionnée pour assister à les rencontres des lauréats de prix Nobel en 2011 et 2017. À partir de 2017, en fait, en 2017, le World Economic Forum m'a sélectionnée en tant que parmi les meilleurs 50 chercheurs du monde âgés de moins de 40 ans. Et le NEF aussi, j'étais lauréate du prix du NEF. Donc, j'étais sélectionnée parmi les 16 meilleurs chercheurs de l'Afrique, donc du moins de 40 ans. Et récemment, en 2018, c'est le prix Harvea pour l'excellence scientifique dans le domaine de l'excellence féminine dans le domaine de la recherche scientifique. Le message est passé. J'ai fini, ça y est. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, merci.